Amis internautes, bonsoir. Pour le deuxième mardi consécutif, j'ai le plaisir de vous retrouver à la place de notre ami Claude Janvier, qui, comme vous le savez, est sur le front. Il est d'ailleurs sur tous les fronts. Et ce soir, pour m'accompagner, j'ai demandé à une personnalité importante que vous connaissez tous, qui est un normalien, agrégé d'histoire et docteur en histoire contemporaine de l'université Paris 4 et ancien vice-chancelier des universités de Paris. Je veux parler de monsieur Édouard Husson, qui nous a fait l'amitié d'accepter notre invitation. Bonsoir Édouard, bienvenue et merci d'être là. Merci Eric, je suis ravi d'être à cette émission. Alors, Édouard, l'actualité est chargée. Je pense que vous suivez avec attention tout ce qui se passe. Et en particulier, ce soir, on a décidé de se concentrer sur le Moyen-Orient, qui est, je dirais, le nœud du problème mondial. C'est probablement de là que peuvent surgir les meilleures choses et peut-être les pires. Vous avez suivi naturellement les derniers rebondissements entre l'Iran et les États-Unis, qui avaient annoncé qu'un accord cadre aurait été signé vendredi, puis finalement la signature n'a pas eu lieu, les Iraniens ayant renoncé à se rendre au rendez-vous, aux discussions, pour une simple raison, c'est que Israël, comme à son habitude, a violé une nouvelle fois le cessez-le-feu convenu avec le Hezbollah. Et naturellement, les Iraniens utilisent le Liban, qui fait partie intégrante de l'accord, comme une bonne raison de ne pas continuer à discuter avec les Américains. Comment vous analysez ça, vous ? Édouard, on avait dit qu'on se tutoierait, puis naturellement, je vous vois, mais je vais m'améliorer. Oui, moi je suis les règles de l'émission, donc il n'y a pas de problème. Non, je crois qu'il se passe quelque chose d'intéressant, c'est que on a l'impression que c'est le retour du même, c'est-à-dire Trump qui n'arrive pas vraiment à imposer sa volonté, Netanyahou qui continue à faire ses 36 000 volontés. En réalité, quand on regarde bien, il y a un séisme qui est en train de se passer. Il n'y a aucun doute sur le fait que Trump a imposé l'accord cadre à Israël, et il n'y a aucun doute sur le fait qu'Israël veut saboter cet accord cadre. Et donc, on a quelque chose d'assez étonnant, c'est que le conflit se transporte aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on a un Congrès américain qui est totalement pris en main financièrement pour ses campagnes, pour les campagnes de ses députés, sénateurs, par des lobbyistes. Et on sait que le lobby israélien, qui est loin d'être le seul, mais joue un rôle important, c'est celui qui nous intéresse dans l'affaire. Et donc, on a un élan unanime du Congrès pour essayer de saboter, de refuser l'accord signé par Trump. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Trump l'a signé avec 2 jours d'avance, pour ne pas être coincé. Donc ça en dit long. Il n'empêche que il y a un principe de réalité qui s'impose, en particulier un principe économique. Continuer la guerre avec l'Iran, même de manière larvée, c'était porter atteinte aux réserves stratégiques pétrolières américaines. Et ça, Trump a jugé que il fallait que le réel l'emporte. Oui. Alors ce soutien bipartisan des démocrates et des républicains à Israël est quand même étonnant. Je regardais hier soir, comme je vous le disais, des séquences où un journaliste interrogeait des membres du Congrès en disant quelle est pour vous la priorité ? Est-ce que c'est l'Amérique ou est-ce que c'est Israël ? Alors certains élus n'ont pas voulu répondre,
D'autres disaient non, non, mais il n'y a pas de différence. Israël, États-Unis, on est égaux. Un seul a dit l'Amérique, bien sûr. Et il a été applaudi, si j'ose dire, par le journaliste en disant écoutez, vous êtes le premier et le seul qui ait osé dire que l'Amérique devait compter davantage qu'Israël. Alors, en ce moment, Édouard, c'est un sujet brûlant sur les réseaux américains où on constate que les Américains sont particulièrement agacés par le pouvoir excessif de l'EPAC qui, en finançant finalement les deux camps, les républicains et les démocrates, s'est assuré une espèce de position dominante. Tout à l'heure, je te disais que dans une déclaration, Jeffrey Sachs disait que le vrai président des États-Unis, c'est Netanyahou depuis plus de 20 ans et que c'est à cause de lui que toutes les guerres qui ont eu lieu au Moyen-Orient ont eu lieu. Et toi, ce soir, tu m'expliques qu'il y a en ce moment une espèce de bataille entre les pro-israéliens et les pro-américains. Mais la classe politique, elle est majoritairement corrompue et vendue à Israël. Quelle est la marge de manœuvre de Donald Trump dans une telle configuration? Alors, la déclaration de Jeffrey Sachs est effectivement intéressante, et puis il faut écouter Sachs parce que c'est un membre de l'establishment américain qui est en rupture de banc avec les milieux qu'il a fréquentés pendant des décennies. Je pense qu'il faut complexifier le tableau. La première chose, c'est que Netanyahou n'a jamais été le seul décideur. Il y a par exemple un réseau extrêmement important aux États-Unis qui est le réseau des néoconservateurs. Les néoconservateurs sont eux qui ont pris en main la politique étrangère américaine avec l'élection de George W. Bush au début des années 2000. Alors, ces néoconservateurs, ils ont en fait une détestation beaucoup plus grande de la Russie que de l'Iran. Ça peut paraître paradoxal, et certains diront, mais comment, parmi les néoconservateurs, il y a un certain nombre de personnalités intellectuelles ou politiques juives américaines, donc comment se fait-il qu'en ce moment, ils aient finalement acté la défaite américaine face à l'Iran et conseillé, eux, la négociation avec l'Iran. Alors, il peut y avoir une forme de cynisme en considérant que c'est un moyen de faire trébucher Trump, mais je crois que ça correspond à un courant qui existe aux États-Unis dans les réseaux du pouvoir et qui est beaucoup plus anti-russe qu'il ne sera jamais anti-iranien. Ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Donc, Trump n'est pas simplement seul face à Netanyahou ou à l'AIPAC. Il est dans une situation complexe, il est au milieu d'affrontements, de luttes d'influence, où il y a effectivement une petite partie du pouvoir washingtonien qui le soutient quoi qu'il arrive et qui pense qu'effectivement Amérique d'abord, c'est pas mal. Il y a les réseaux de l'AIPAC, il y a les néoconservateurs, et on ne peut pas les amalgamer absolument les uns aux autres. Et on a la question compliquée qui est de savoir, oui, je veux bien que Netanyahou ait gouverné les États-Unis depuis 20 ans ou 25 ans, mais comment se fait-il qu'aucun président américain jusqu'à Donald Trump n'ait voulu déclencher de guerre avec l'Iran malgré les pressions de Netanyahou? Alors là, on va dire oui, justement, Trump l'a fait parce qu'il était sous pression de Netanyahou. J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Je pense qu'en fait, c'est parce que Trump voulait cette guerre avec l'Iran qu'elle a eu lieu.
En fait, Trump a fait une erreur qui est liée à sa vanité personnelle. Il était persuadé que si c'était lui, Trump, qui déclenchait cette guerre, il la gagnerait. Et il a découvert, il a touché du doigt tout d'un coup l'affaiblissement considérable de la puissance militaire américaine. Ça, c'est l'autre réalité dont on ne parle pas. Alors, Trump est un réaliste. Il s'est aperçu que les États-Unis étaient en train de perdre beaucoup. Et donc, il prend le risque, effectivement, de dire non à Netanyahou, qui jusque-là pensait que il avait Trump à sa main totalement, d'autant plus que Trump avait déclenché la guerre contre l'Iran. C'est là qu'on en est, avec des menaces, effectivement, de Netanyahou. La question aujourd'hui, c'est de savoir si je parle bien du gouvernement Netanyahou, si le gouvernement Netanyahou a plus qu'un pistolet à eau face à Trump. Moi, j'ai tendance à penser qu'ils sont très affaiblis et que par ailleurs, il y a un certain nombre de réseaux israéliens et américains qui vont commencer à travailler au remplacement de Netanyahou. Alors, c'est pas par philanthropie, c'est pas par amour des Palestiniens, c'est simplement en pensant que Netanyahou s'est planté, pour dire les choses un peu vulgairement. Et donc, on devrait assister, en fonction d'élections en Israël en septembre prochain, si je ne me trompe pas, en tout cas à l'automne, on devrait assister à une déstabilisation de Netanyahou. Alors, l'homme est coriace, il lutte pour sa survie, il sait qu'il risque d'aller en prison s'il quitte le pouvoir. On entre dans une ère de grande incertitude et sans faire de mauvaises allusions à la température actuelle, on peut dire que l'été sera chaud. Bon, mais le problème est que même si quelqu'un d'autre prend la place de Netanyahou en Israël, moi j'ai pour habitude de dire qu'en Israël, au fond, un criminel de guerre succède à un autre criminel de guerre. Et celui qui est son concurrent direct n'est pas connu pour être un grand démocrate. Je te rappelle une déclaration en particulier qui m'est restée en mémoire où il expliquait qu'il avait tué plus d'une quarantaine de Palestiniens et que ça ne lui posait absolument aucun problème. Et qu'aujourd'hui, il semble bien plus préoccupé de l'image négative d'Israël dans le monde qu'à faire sa propre autocritique en disant peut-être que si le monde entier finit par nous détester, c'est peut-être à cause des crimes que nous avons commis. Alors, si tu veux bien, je vais te diffuser une petite séquence, une déclaration de Naftali Bennett et évidemment, je suis curieux d'entendre ton point de vue sur la question. Robust strategy. So we have a huge task of reversing, and it'll take time, reversing the public image of Israel. It starts by replacing infantile ministers in the state of Israel, in the government, that day in, day out are saying really stupid things that benefit no one and create huge harm and exhaust and waste precious political capital. So by the time we actually need that capital, for example, for our soldiers to be able to defend themselves, we've spent it on those foolish tweets. It reminds us a basic fact, that we're surrounded by a bunch of people that want to murder us. They want to murder us. And if we don't defend ourselves, these barbarians will come in and hack us with axes and kill all Israelis if it's possible from their perspective. This is an unfortunate fact. Voilà, le monde nous déteste, les Palestiniens veulent nous tuer, nous sommes entourés d'ennemis, mais ils ne se demandent pas pourquoi. Oui, c'est typique et on voit bien que l'actuel problème pour l'establishment israélien, c'est Ben Gvir,
c'est Smotrich, c'est l'actuel problème, ça n'est pas l'impasse stratégique dans laquelle se trouve Israël. L'actuel problème pour Bennett, quand on l'écoute, c'est finalement Netanyahou, dont il veut sans doute prendre la place à nouveau. Il veut lui. Alors, il a été Premier ministre quelque temps entre deux mandats de Netanyahou. Il veut sans doute y revenir. Alors, je connais pas assez la politique israélienne pour savoir qui a le plus de chances de Yair Lapid ou de lui, mais toujours est-il que il y a cette vision. Alors, il parle des ministres infantiles. Il y a cette vision totalement infantile qu'il partage visiblement du Palestinien au couteau entre les dents. Alors même que on a eu un État d'Israël qui a écrasé les Palestiniens de Gaza, qui effectivement procède à un nettoyage ethnique lent en Cisjordanie, et je crois que en fait derrière tout ça, derrière ces propos, il y a une énorme angoisse. Parce que au fond, les dirigeants israéliens savent bien que ce sont les États-Unis qui leur permettent de se comporter comme ils se comportent. C'est la livraison d'armes, ce sont les vétos exercés par les États-Unis au Conseil de sécurité de manière totalement contre-productive, mais efficace pour Israël. Et donc tout ça se conjugue parce que parallèlement, les dirigeants israéliens voient la majorité des Américains glisser dans l'hostilité à Israël. Alors, à partir de là, ils disent il faut qu'on prenne les moyens de reconquérir l'opinion. Et on a vu, par exemple, des achats de réseaux sociaux. Une part de TikTok a été rachetée par des intérêts proches des Israéliens. On voit toute une tentative d'influence de l'opinion américaine. Mais ce dont Bennett ne se rend pas compte, c'est que le mal est fait. C'est que la réputation israélienne elle est extrêmement amoindrie par le comportement depuis 2 ans et demi à Gaza. Il y a le génocide de Gaza, il y a le nettoyage ethnique en Cisjordanie, mais il y a ce qui se passe au Liban. Il y a on ne sait pas qui a pris la décision de tuer Khamenei au début de la guerre d'Iran, de cette guerre d'Iran. Mais toujours est-il que Israël et les États-Unis sont associés dans l'opinion mondiale dans cette infamie en fait. Donc tout ça est effectivement montre que il y a apparemment plus de réalisme politique du côté de chez Trump que du côté de la classe politique israélienne. Très bien. J'aimerais te faire écouter une déclaration de Youssef Indy, dont le point de vue est toujours intéressant parce qu'il examine à la fois l'aspect politique et l'aspect eschatologique dans le problème israélien, et je crois que c'était indissociable. Si tu veux bien, ça dure 1 minute et 35 secondes. C'est là qu'en fait, le projet de gouvernance mondiale, le nouvel ordre mondial, appelez ça comme vous voulez, et le projet messianique juif sioniste convergent. C'est-à-dire que c'est là où, en fait, Netanyahou et George Soros se rencontrent. Et disons qu'Atali, c'est une synthèse. Mais évidemment, un jour, il y aura un gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. C'est-à-dire qu'on va détruire les nations, détruire l'ordre des nations. On va créer la société ouverte, comme l'explique Pierre-Antoine Plaquevent dans son ouvrage sur Soros. On va détruire donc les valeurs traditionnelles, les nations, faire transférer la souveraineté nationale vers des organisations supra-étatiques, comme en Europe, on le voit avec le Politburo de Bruxelles. Et, en théorie, la seule nation au monde qui aura droit, en fait, à des frontières et à un régime traditionnel, c'est Israël. C'est ce qui explique le double discours de quelqu'un comme Bernard-Henri Lévy ou Jacques Attali, qui est contre la nation partout dans le monde, sauf en Israël. C'est le 2 poids 2 mesures. Donc il y a l'idée de destruction de toutes les nations
et du maintien de la nation du royaume d'Israël. L'objectif final, c'est d'achever la destruction des nations par une grande guerre nucléaire. Tu en Alors, penses quoi? j'aime toujours ce que fait Youssef Indy parce que il a une grande capacité d'exposition. Il met le doigt sur quelque chose d'extrêmement important, c'est que nous avons considéré pendant longtemps le sionisme comme un phénomène laïque. Et par ses travaux, Youssef Indy, qui d'ailleurs cite ses sources et dit bien qu'il ne fait que mettre en avant des choses que d'autres ont écrites avant lui, comme par exemple Gershom Scholem, il met l'accent sur le caractère religieux du projet d'établissement d'un État d'un État d'Israël. Donc moi je vois bien ce qu'il décrit comme convergence. D'ailleurs, l'une des raisons du côté artificiel du débat politique, c'est que au fond les grands partis politiques en France ne sont pas ne, n'ont pas leurs propres idées. Ils empruntent leurs idées à l'étranger. Par exemple, ils empruntent des idées à Soros, ou bien on a une dérive du Rassemblement national qui devient tout à fait pro-israélien de façon outrancière, très loin de la tradition politique française. On a eu pendant longtemps une sympathie pour l'État d'Israël, tout en demandant à Israël de modérer son comportement. Alors, cette vieille attitude d'équilibre de la politique française a sans doute été anéantie par la réalité du génocide de Gaza. Mais justement, on s'attendrait à ce que la politique française aille dans la direction opposée à celle qu'elle a aujourd'hui, c'est-à-dire remettre en cause et finalement la nuance que je mettrais dans ce que dit dans ce que dit Youssef Indy, c'est que en fait je ne crois pas qu'Israël soit une nation. C'est une construction. C'est aussi constructiviste que le reste du discours mondialiste. La gauche dirait c'est un État colonial ou c'est une tête de pont coloniale de l'Occident. Moi, je pense que cette rhétorique-là est incomplète. Pour moi, Israël n'est pas véritablement un État-nation. C'est une sorte de laboratoire d'un certain nombre de tendances occidentales qui se sont concentrées au même endroit, avec une dimension d'expérimentation qui est quelquefois terrifiante. Les méthodes de répression des forces de sécurité israéliennes sont aujourd'hui adoptées dans beaucoup de polices du monde. On sait que toutes les grandes entreprises de surveillance numérique testent leurs outils en Israël et surtout dans les territoires occupés. Donc, c'est la petite nuance que j'aurais par rapport à ce que dit Indy, c'est-à-dire que je pense que s'il y a une nation et un peuple authentique enraciné et qui se bat pour garder sa terre, c'est le peuple palestinien, et on a en face l'appendice d'un projet impérial qui est le projet occidental, mais je comprends la dimension eschatologique qu'il discerne. Bien. J'aimerais te montrer encore une courte séquence des méthodes utilisées par les Israéliens. Je t'avoue que je me suis fait violence pour sélectionner les images les plus supportables, parce que j'en ai des tonnes qui ne sont pas diffusables devant n'importe quel public. Mais cette séquence-là fait encore partie du supportable, on va dire, même si personnellement je juge ça insupportable. Et tu vas me dire à quoi ça te fait penser.
Il y a quand même une volonté de déshumaniser les gens, de porter atteinte grave à leur dignité, non? Oui, il y a une réaction qui m'a beaucoup intéressé et positivement, qui m'a impressionné positivement depuis le début des massacres de Gaza, c'est celle de l'historien israélien Omer Bartov, qui a eu cette formule. Il a dit j'ai étudié les génocides toute ma carrière d'historien. Donc quand je vois un génocide en train de se faire, je suis capable de l'identifier. Et alors, il faut imaginer ce que ça veut dire pour Omer Bartov, qui est israélien. Il vit aux États-Unis depuis la société israélienne où il a grandi. Et au plus tard, au printemps 2024, au moment de la destruction effectivement du sud de la bande de Gaza, il a dit là, on a basculé dans autre chose. Alors, moi, j'ai tendance à dire, j'ai eu la même réaction comme historien, c'est-à-dire j'ai fait des cours sur les violences de masse au XXe siècle. J'ai fait des recherches sur la Seconde Guerre mondiale et sur les génocides commis par les nazis. Et effectivement, il y a beaucoup de ces images qui amènent à dire c'est terrible, c'est la nature humaine, mais rien ne ressemble plus à un génocide qu'un autre génocide. Et c'est ça qui est absolument terrifiant. D'ailleurs, je pense qu'on devrait en tirer la leçon que aucun peuple, aucun groupe humain n'est à l'abri de produire le pire comme le meilleur, mais en l'occurrence, c'est le pire. Et ce sont des images, absolument insoutenables. Mais je comprends en même temps qu'il faille les montrer de temps en temps pour faire comprendre ce qui est en jeu. Et je l'ai dit sans relâche depuis octobre 2023, pour moi, c'est l'avenir de l'humanité qui se joue à Gaza. C'est-à-dire, est-ce que nous resterons humains ou bien est-ce que nous basculerons dans autre chose? Et d'ailleurs, je pense que à part l'Iran, à part le Yémen d'Ansarallah, il y a peu d'acteurs internationaux qui se sont vraiment mobilisés pour les Palestiniens de Gaza. Et je n'ai pas beaucoup de sympathie pour l'attitude des grands États face à ces massacres. Alors, les États-Unis sont directement responsables parce que sans eux, ces massacres ne se seraient pas passés. Les États de l'Union européenne sont complices, mais la passivité de grands États comme la Russie ou comme la Chine m'a profondément choqué. Et ce qui se joue à Gaza, c'est vraiment l'avenir de l'humanité. Alors justement, pour que l'humanité ait un avenir, encore faut-il que le droit international ait droit de citer. Tu le constates comme moi, depuis 2023, depuis le 7 octobre 2023, mais bien avant aussi, parce qu'Israël, j'ose le dire, a commis des 7 octobre une fois par mois chez les Palestiniens. Donc il n'y a rien de nouveau. Ce pays qui se prétend être la seule démocratie du Moyen-Orient est, au vu de tous, une démocratie suprémaciste et génocidaire. Est-ce que dans un monde régi par le droit, un État suprémaciste et génocidaire a sa place? Alors, il y a deux façons de répondre à la question. La première, c'est l'État d'Israël est reconnu par l'Organisation des Nations Unies et donc on a affaire à un problème qui est assez simple, malheureusement, qui est celui du manque d'autorité de la communauté internationale. Parce qu'en fait,
si les dirigeants israéliens ont poussé toujours plus loin les violences vis-à-vis des Palestiniens, le non-respect des résolutions de l'ONU, c'est précisément parce que les grands États n'ont jamais tapé véritablement du poing sur la table. Je veux dire, même si les États-Unis soutiennent Israël, si la Chine et la Russie et quelques autres mettaient la même énergie à imposer leur volonté aux États-Unis qu'elles ont pu le faire dans d'autres secteurs, tout ça se serait arrêté. Donc, on a un vrai problème qui est le manque d'autorité de la communauté internationale qui n'a pas fait respecter le droit. Le droit, il existe, il est dans la charte de l'ONU, il est dans un certain nombre de traités, mais il n'a pas été respecté. La deuxième façon de voir ça, c'est de se demander s'il n'aurait pas fallu en fait une ingérence pour des raisons humanitaires. Et après tout, on pouvait imaginer une opération humanitaire soutenue par des moyens militaires et venant, par exemple, imposer à Israël des troupes d'interposition dans la bande de Gaza après le 7 octobre. Et là encore, et qu'on me raconte pas que ça aurait causé une guerre mondiale. C'est la lâcheté qui cause les guerres mondiales, c'est pas le courage. Et au contraire, le courage les évite. Et moi, j'aurais rêvé d'avoir une France puissance méditerranéenne s'alliant à l'Italie, à la Turquie, à quelques autres États et envoyant une flotte devant Gaza avec ensuite un débarquement de soldats de la paix. Donc ça, c'est une autre façon de répondre à la question. Le droit international, il s'use si on ne s'en sert pas et si on ne le défend pas, si on ne prend pas les moyens de le défendre. Et je ne dis pas qu'il n'y a que la force qui permet d'imposer le droit. En revanche, il est évident que sur un sujet, entendons-nous encore une fois, je veux dire, Israël ne respecte pas les résolutions de l'ONU depuis au moins 1967. On pourrait même remonter avant. Et donc, ce qui se passe, c'est une situation il y a des territoires occupés, il y a un non-respect du droit international. Et donc, au nom de ça, il n'y avait aucun problème pour intervenir à Gaza et les États-Unis n'auraient pas menacé la Russie et la Chine d'une frappe nucléaire si la Russie et la Chine avaient dit ça suffit. Donc c'est effectivement quelque chose d'atroce de voir comme le droit international n'a pas été défendu depuis 2 ans et demi. Mais là, en l'occurrence, Édouard, tu as suivi ces événements avec attention, tout comme moi. J'ai été et je continue d'être scandalisé par la position des gouvernements occidentaux, que ce soit les Américains, les Britanniques, les Français, les Allemands, dont la répression des manifestations pro-palestiniennes dépasse l'entendement. La lâcheté de Giorgia Meloni, qui lui est reprochée vigoureusement à l'Assemblée des députés italiens. Au fond, il n'y a que l'Espagne qui s'est levée pour dire non, nous ne pouvons pas accepter ce génocide, non, nous ne pouvons pas continuer à assister les bras croisés à ce génocide et qui a pris quelques mesures, si j'ose dire, un peu plus courageuses que les autres pays. Comment tu expliques... Il y a l'Irlande aussi, hein, il ne faut pas oublier l'Irlande oui, en Europe. Mais l'Irlande, politiquement, est un nain politique, tout comme l'Italie et l'Espagne, d'ailleurs. Oui, alors là, je vais prendre le contre-exemple. Le camarade Staline posait la question, le pape, combien de divisions? Eh bien, il faut quand même regarder que le pape François et le pape Léon XIV, avec leur absence d'outils militaires, ont réussi à préserver la petite communauté chrétienne de Gaza. Je sais pas si c'est connu de ceux qui nous écoutent, mais le pape François a appelé pendant
jusqu'à son décès en fait au printemps 2025, donc pendant un an et demi, il a appelé quasiment tous les soirs le curé de Gaza pour prendre des nouvelles. Et ce faisant, il a protégé la communauté chrétienne, laquelle d'ailleurs a beau être peu nombreuse, un peu plus d'un millier de personnes, elle a eu un effet réel sur des populations environnantes, ne serait-ce que parce que le patriarcat latin de Jérusalem faisait entrer des moyens humanitaires de temps en temps et qui pouvaient être distribués à d'autres que les chrétiens en plus des chrétiens. Le pape Léon XIV s'est fâché comme les papes savent le faire, c'est-à-dire sans se mettre en colère, lorsque l'armée israélienne a bombardé l'église de la Sainte Famille, l'a frappé en tout cas et a détruit et a fait de mémoire, il y a eu plusieurs blessés graves. Et il y a peut-être eu une ou deux victimes. En juillet 2025. Et donc, c'est assez étonnant de constater que le petit Vatican, qui n'a pas d'armée, a fait plus pour défendre des populations dans le nord de la bande de Gaza qu'aucun autre grand État européen ou extra-européen. Sauf bien sûr les quelques exceptions que nous citons, l'Irlande, l'Espagne, l'Iran et quelques autres. Donc tout ça est effectivement assez frappant. Mais alors une question un peu provocante, mon cher Édouard. Aux États-Unis, on dénonce l'influence démesurée à la fois des néoconservateurs et à la fois de l'AIPAC. Est-ce que nous, Français, nous ne sommes pas un peu dans la même configuration avec le CRIF et les autres organisations communautaristes et les médias? Alors, il y a aux États-Unis, juste pour le mentionner aussi, il y a un troisième courant qui sont ceux qu'on appelle les évangélistes sionistes, les chrétiens sionistes. Qui sont des gens qui sont à l'opposé de ce que je décrivais pour l'attitude de l'Église catholique ou bien de ce qu'on peut dire des églises orthodoxes aussi, hein, qui ont beaucoup fait pour attirer l'attention sur le malheur des Palestiniens, sont des individus qui soutiennent absolument une politique pro-israélienne. On va pas rentrer dans le détail, mais c'est à l'opposé en fait de l'attitude d'autres chrétiens dans le monde. Ensuite, alors la situation de la France, je crois qu'il y a plusieurs choses. Quand on mentionne telle ou telle organisation, tel ou tel réseau qui peut prendre de l'influence, c'est d'abord parce que l'État est devenu faible. On a très clairement des présidents français successifs qui ont fini par diluer ce qu'était la politique française, qui était une politique d'équilibre au Proche et au Moyen-Orient et qui était une politique éventuellement très sévère vis-à-vis de l'État d'Israël. Alors, on voit Chirac est le dernier qui a osé garder cet équilibre, mais avant Chirac, il y avait eu Mitterrand, et Mitterrand a profondément déséquilibré la politique française au Proche et au Moyen-Orient, en s'alignant de plus en plus sur les positions américaines et israéliennes. Et alors, après Chirac, on a eu Sarkozy, Hollande, Macron, qui effectivement ont réduit à l'insignifiance la politique française. Alors ensuite, quand je vois effectivement le Premier ministre Sébastien Lecornu promettre devant le dîner du CRIF qu'il fera voter une loi pour condamner ceux qui condamnent, qui s'expriment contre le génocide des Palestiniens, eh bien, c'est l'aboutissement. C'est bien sûr un comportement indigne d'un Premier ministre, mais c'est l'aboutissement d'une longue démission, d'une lente soumission finalement à des politiques qui ne correspondent pas aux intérêts français. Quel est l'intérêt français? On peut le désigner en politique extérieure, mais on peut le désigner en politique intérieure.
nous avons en nombre la plus grande communauté juive en Europe. Nous avons en nombre, je suppose, il faudrait vérifier les chiffres aujourd'hui, la plus grande ou l'une des plus grandes communautés musulmanes sur notre territoire. Notre seule obsession devrait être de garantir absolument la paix civile. Et donc, il n'y a rien de pire que de prendre parti dans un conflit qui n'est pas le nôtre et d'importer ce conflit dans une situation française où nous savons que par ailleurs, l'État républicain n'a pas su s'opposer au communautarisme, à l'influence de modèles ethnoculturels venus des États-Unis. Et donc, l'État républicain a renoncé à l'intégration, ou mieux à cette vieille assimilation civique qui est dans notre histoire politique. Et donc tout ça effectivement va vers un affaiblissement profond. Et donc, quand on ne défend plus l'État, eh bien, on est la proie des lobbies, effectivement. Alors, je suis sûr que tu connais cette séquence, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est révélatrice d'un certain état d'esprit, on va dire. Eh ben, pose ta question sur le dîner du CRIF. On a droit à une question off à la fin. On a le droit à une question. Non, mais est-ce que vous allez un peu. Parce que si vous voulez, les gens ont été vachement choqués à l'ère Kuckerman de voir tous les ministres de la République défiler au dîner du CRIF pour se faire engueuler platement. Moi, je me rappelle de Kuckerman disant alors, tel jour, vous allez faire ça, vous allez convoquer l'ambassadeur d'Iran et lui dire si. Non, si. Donc, est-ce que vous allez un peu changer vous exagérez un tout petit peu. Vous allez les engueuler, vous exagérez un tout petit peu, non? Je sais, vous le connaissez. Je sais un petit peu les discours qu'il a dit. Non. Moi, je l'ai entendu. Je l'ai entendu dire. Monsieur le Premier ministre. Ça n'a pas été un peu excessif à un moment donné, cette façon. On l'a vu engueuler, vraiment. On l'a vu engueuler les ministres. Et les ministres acceptaient de se faire engueuler. Vous savez ce qu'a dit. Je pense que tu connais cette séquence, Édouard. Mais est-ce que ça, c'est acceptable dans un État de droit et une démocratie? Comment expliquer qu'une communauté de 650 000 personnes compte plus que 40 millions d'électeurs? Oui, mais là encore, effectivement, Elisabeth Lévy a raison dans la manière dont elle présente les choses avec sa gouaille habituelle. Alors, j'apprécie pas toujours ce qu'elle dit, mais là, je lui donne entièrement raison. Mais en fait, l'État est faible face à tous. Le degré de pénétration des intérêts américains, il est absolument honteux. Je veux dire, la manière dont nous laissons les capitaux américains s'emparer des entreprises françaises, c'est du même ordre. La façon dont un État comme le Qatar a pris des intérêts dans les entreprises françaises, a versé de l'argent à des réseaux musulmans en France, a voulu se mêler de la politique des banlieues, et puis le Qatar en achetant le PSG qui nous fait le coup du pain et des jeux. Voilà, tout ça, notre État est profondément affaibli. Nous avons renoncé à être ce que nous avons été pendant longtemps, c'est-à-dire un État souverain, indépendant, et qui n'allait pas à Washington, à Londres, à Bruxelles, à Berlin ou à Tel Aviv pour prendre ses ordres. Aujourd'hui, nous prenons en alternance nos instructions dans une de ces 5 capitales de ce que j'appelle la pentapole du suprémacisme occidental. Et effectivement, donc de temps en temps c'est Tel Aviv, de temps en temps c'est Bruxelles, de temps en temps c'est Berlin, de temps en temps c'est Washington. Et puis quand on en a assez, on va à Londres. Et tout ça est affreux. C'est la démission de la souveraineté. C'est les chefs d'État que nous élisons en fait ne jouent plus leur rôle de protecteur du peuple français. Et justement, comment tu l'expliques? C'est-à-dire qu'on peut pas impunément pendant des années expliquer que la souveraineté s'est dépassée, c'est ringard, et puis se défendre contre, parce que tous les États, tous les intérêts économiques, tous les réseaux d'influence qui entendent ça
ils se réjouissent. La France, pendant longtemps, a été un pays solide, dont la parole comptait. Mais maintenant, venez chez nous et servez-vous. Et en fait, on déteste toutes ces vieilles lunes françaises. Il n'y a plus de souveraineté française, il y a une souveraineté européenne. Il n'y a plus de patriotisme économique. Le protectionnisme, c'est une absurdité, etc. Les autres viennent se servir. Moi, j'ai le souvenir de 2010 où l'ambassadeur américain de l'époque, Charles Rifkin, avait comme ça expliqué qu'il fallait que les États-Unis s'occupent des banlieues françaises parce que il y avait trop de racisme de la police dans les banlieues françaises, et il a sélectionné des jeunes, des influenceurs, des personnalités politiques pour être formés aux États-Unis à la vision ethnoculturelle de la gauche américaine. C'était l'époque où Barack Obama était président et où Obama ne jurait que par les idées de son mentor Saul Alinsky. Voilà, c'était en 2010. Et puis d'ailleurs, l'année suivante, Nicolas Sarkozy décide de démolir la Libye avec Cameron, mais tout ça pour Obama. Et puis après, on se lance dans la guerre de Syrie. Et donc tout ça est, je crois, une lente démission. Et alors, bien sûr, il y a des stratégies intelligentes d'influence des États, mais globalement, c'est d'abord la disposition à se soumettre qui explique ce qui nous arrive. Oui, mais pardonne-moi d'insister. Aucune communauté, tu parlais des musulmans, et je ne pense pas qu'on puisse renvoyer dos à dos à la fois la communauté musulmane et la communauté juive, parce que la communauté musulmane ne pèse rien, ni économiquement, ni politiquement, ni médiatiquement. Ils n'ont absolument aucun pouvoir. Le seul pouvoir qu'ils ont, c'est de subir. Mais la communauté juive se fait respecter, et non seulement elle se fait respecter, mais elle impose sa loi, puisque il faut être aveugle, comme le disait le général Dominique de la Warde, qui dirige la meute médiatique? Qui? Non, mais ça m'a toujours laissé sceptique, parce qu'en fait, le CRIF n'est pas représentatif des Juifs de France. L'immense majorité des Juifs de France soit ne savent pas ce que fait le CRIF, soit ils sont hostiles. Et donc, je pense que en fait, il y a des tas de gens qui parlent pour le peuple français en général, et effectivement qui aiment bien l'organiser en communauté. Mais je pense que les Juifs de France ne se sentent pas représentés par le CRIF, pas plus que les musulmans ne se sentent. Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'une communauté musulmane. Et puis d'ailleurs, il y a énormément d'assimilation et d'intégration des musulmans en France. Mais donc ils ne se sentent pas représentés quand le Qatar ou les Émirats Arabes Unis ou la Turquie interviennent et essayent de faire pression sur l'État français. Pour moi, c'est du même ordre. Et effectivement, l'État d'Israël a une grande capacité d'ingérence. On se rappelle que le général de Gaulle avait dit au président du CRIF de l'époque, qui lui demandait un rendez-vous, si c'est pour doubler ce que me dit déjà l'ambassadeur d'Israël, vous pouvez vous abstenir. Si c'est pour me parler des soucis que peuvent avoir des Juifs vivant en France, là je vous reçois. Et le problème, c'est que le CRIF ne représente plus les gens qu'il est censé représenter. Et pourtant, nos hommes politiques se battent pour participer à un dîner où ils vont payer 800 € la soirée. Oui, mais de même que ça intéresse beaucoup plus Emmanuel Macron de passer son temps dans les avions et de fréquenter ses pairs ou ceux qu'il considère comme ses pairs. Là, on est sur un. Alors moi, j'analyse toutes ces questions-là comme des questions sociales, en fait. C'est-à-dire que le dîner du CRIF, c'est un dîner mondain. C'est un endroit où on rencontre beaucoup de gens.
qui appartiennent aux classes dirigeantes, aux classes supérieures, eh ben on y va parce que c'est l'événement où il faut aller, c'est le must. Effectivement, on y va une fois par an, mais les dirigeants français sont obsédés par ça, par ces clubs, par le fait d'être reçus à tel endroit ou à tel autre. Emmanuel Macron, je sais pas si quelqu'un a comptabilisé le nombre de jours qu'il a passé dans les avions depuis le début de son premier mandat. Mais c'est la même chose. Et c'est un phénomène général. Je veux dire, quand Raphaël Glucksmann expliquait naïvement qu'il se sentait plus proche de quelqu'un qui habite à New York ou quelqu'un qui habite à Shanghai que des habitants de la Picardie, c'est là que on touche du doigt la réalité. Et nous sommes un pays de lutte de classe, nous sommes un pays de conflits sociaux. Alors on les habille quelquefois sous des oripeaux communautaires, effectivement, mais ne nous faisons pas d'illusions, c'est bien ça qui se joue, c'est une lutte des classes. Et alors je réponds aussi comme ça parce que je pense que la focalisation sur le débat ethnoculturel, sur les communautés, ça dure depuis que François Mitterrand a poussé Le Pen en autorisant l'heure de vérité en 1984, et depuis 1984, donc depuis plus de 40 ans, on a polarisé le débat. Est-ce que vous êtes raciste ou antiraciste? Est-ce que vous êtes pour Le Pen ou contre Le Pen? Est-ce que vous êtes ceci ou cela? Et pendant ce temps, on n'a pas parlé des problèmes économiques, sociaux qui rongent le tissu social français, et on a laissé un Macron tabasser honteusement les gilets jaunes, enfermer les Français au moment du Covid, se moquer du monde sur le débat des retraites, et aujourd'hui sur des questions politiques fondamentales. Macron, il va nous faire un défilé du 14 juillet qui est absolument honteux dans son principe, mais voilà, il y a plus d'opposition en fait. Il y a plus d'opposition. C'est ça le drame. Alors, quel est ton sentiment par rapport à l'attitude de LFI, qui semble être le seul parti politique qui ose affronter le pouvoir sioniste? Alors, LFI, c'est un Janus. D'un côté, ils sont les seuls à avoir une position un peu ferme en politique étrangère. Donc ils critiquent effectivement Israël, ils défendent les Palestiniens, ils sont plutôt hostiles en tout cas, ils gardent une forme de neutralité sur la guerre, la guerre d'Ukraine, mais en fait, en même temps, c'est un parti qui est rongé par des idées venues des États-Unis. Entre les idées communautaristes, entre la vision, parce qu'on dénonce souvent l'identarisme de droite, mais il y a un identarisme de gauche aussi. Et de ce point de vue-là, je suis très partagé parce que d'un côté, Mélenchon, et on a l'impression que dans cette classe politique robotisée, c'est un des seuls qui reste un peu humain. Mais par ailleurs, en même temps, c'est le même Mélenchon qui s'est allié à Macron au moment des législatives de 2024 pour empêcher le Rassemblement national d'avoir trop de députés. Donc Mélenchon joue sur les deux tableaux. C'est peut-être sa formation trotskiste qui l'encourage à faire ça. Et moi, je retiens simplement que sur le conflit israélo-palestinien et sur le génocide de Gaza, LFI, et il y en a quelques autres à l'Assemblée nationale et dans la classe politique française, mais enfin, c'est quand même LFI qui a sauvé l'honneur de la France de ce point de vue-là. Je suis heureux de te l'entendre dire. Moi, je suis apolitique et apartisan, et je dois dire que j'ai pas mal de choses à reprocher à Jean-Luc Mélenchon. Mais sur la situation du Moyen-Orient, je trouve que sa position est absolument exemplaire, puisque tous les autres partis sont contre lui. Les médias, dans leur intégralité, sont contre lui.
un homme qui a contre lui tout le système ne peut pas être tout à fait mauvais. Et puis il y a un autre détail qui me gêne, mon cher Édouard, et j'aimerais connaître ta position sur la question. Il y a à l'Assemblée nationale un groupe de 60 députés binationaux liés à Israël, qui constitue un véritable groupe de pression sur les autres députés, qu'ils sont capables, comme ils en ont l'habitude, d'accuser d'antisémitisme s'ils osent prendre une position qui est défavorable à Israël. Alors nous avons à la fois le CRIF d'un côté et à la fois ce groupe de pression parlementaire binational. À ma connaissance, les musulmans ne bénéficient pas de ces atouts-là, de ces armes-là. Est-ce que tu considères que nous sommes un État de droit et une démocratie? Alors, je souris parce que effectivement, Madame Caroline Yadan, il y a quelques mois, je crois que c'était l'année dernière, a appelé mon président d'université pour s'étonner qu'un professeur de son université ose écrire ce qu'il écrivait pour défendre les Palestiniens. Donc effectivement, je vois bien de quoi il s'agit. Mais c'est de l'intimidation pure et simple. Mais c'est surtout très loin des réalités, parce que moi j'ai jamais rencontré Madame Yadan, mais si j'avais l'occasion, je lui parlerais de mes étudiants dont beaucoup sont musulmans et qui sont d'une neutralité exemplaire, alors qu'on sent bien que chez certains ça boue mais voilà, ils sont dans les bancs de l'université, ils sont en cours, ils mélangent pas les gens. Mais bon, ça c'est un autre sujet. En tout cas, moi je crois qu'il y a effectivement de vrais problèmes qui se posent. On a un certain nombre de soldats binationaux qui sont des gens qui sont allés combattre dans l'armée israélienne et puis qui ensuite reviennent comme si de rien n'était, comme si à Gaza on avait mené un combat classique. On a effectivement des tentatives de prise d'influence avec un lobbying qui est fait au Parlement pour imposer une loi qui devrait réduire la liberté d'expression. Alors il y a eu un tollé, donc à ce moment-là, la patate chaude a été repassée au gouvernement, lequel gouvernement dit qu'il va revenir à l'assaut pour faire passer ce projet de loi. Effectivement, je crois que on ne peut pas accepter. Je veux dire que quelqu'un soit catholique par exemple et donc écoute ce que dit le Saint-Siège, c'est une chose, mais enfin si le pape sur le plan politique dit quelque chose d'absurde, personne n'est obligé de le suivre. Et donc il n'y a aucune raison que une défense de la politique israélienne, Israël est un État comme les autres, eh bien s'impose parce que certains à l'Assemblée pensent qu'il faut défendre cette politique. Mais là encore une fois, c'est la faiblesse de l'État, c'est la faiblesse des gouvernements, c'est la faiblesse des autres partis. Sauf LFI, effectivement, sur ce sujet qui encore une fois, qui a sauvé l'honneur de la France. Alors, on parlait tout à l'heure de l'aide qu'apportent les Américains à Israël. Et les Israéliens en conviennent, sans l'aide américaine, l'existence d'Israël serait gravement menacée. Mais en remerciement des services rendus, on a assisté à cette scène qui a fait le tour des réseaux sociaux, qui est très courte, mais que j'aimerais te montrer, mon cher Édouard. שופחה, מספיק. קדימה. אש! ששרפת תימחק. יחד, לא נירה ולא נחריש. מוכן. Oui, j'avais vu la vidéo. C'est-à-dire que ce dont ces soldats israéliens, mais je crois que c'est en fait une majorité de la société israélienne, ne se rend pas compte, c'est qu'effectivement les États-Unis
ont passé à Israël ses caprices au-delà du raisonnable, et que aujourd'hui, effectivement, se mettre en plus Israël se mettre en plus les États-Unis à dos, pardon, c'est totalement absurde. C'est ce que Vance a dit d'ailleurs, hein, aux Israéliens dans une de ses déclarations. En fait, ce qui est dramatique, c'est que il y a un certain nombre d'interlocuteurs qui ont régulièrement conseillé à Israël la modération. Rappelons-nous le général de Gaulle en 1967. Rappelons-nous Vladimir Poutine entre 2015 et 2022 qui proposait à Netanyahou de diversifier ses partenariats, ses alliances. Mais quand en 2023, pardon, Poutine dit à Netanyahou que ce qu'il s'apprête à commettre à Gaza n'est pas une bonne chose, Netanyahou l'envoie paître. Et encore une fois, si on regarde bien l'histoire des relations entre Israël et l'Iran, il y a eu des tas de phases où les deux pays auraient pu trouver un compromis. Contrairement à ce qu'on croit, la révolution iranienne n'était pas a priori hostile à l'État d'Israël. Et à chaque fois, Israël a pratiqué la politique du pire. Donc aujourd'hui, ça se traduit par un isolement croissant, avec effectivement, je pense, une incapacité à voir l'affaiblissement. C'est-à-dire que on ne comprend pas, on prend pas la mesure de l'affaiblissement militaire des États-Unis, qui a été flagrant pendant la guerre là contre l'Iran. Mais par ailleurs, la société israélienne ne veut pas percevoir son degré de vulnérabilité. Le fameux dôme de fer, ça a été une passoire, et aujourd'hui, il est incapable d'arrêter les frappes iraniennes. On ne dit pas que dans la bataille au sol, au sud du Liban, l'armée israélienne a subi une défaite cruelle depuis quelques mois. Donc il y a effectivement un déni de réalité, et c'est ça qui rend la situation dangereuse, effectivement aussi, parce que Israël, à qui la communauté internationale n'a rien imposé pendant des décennies, tout d'un coup se retrouve seul, comme un adolescent à qui on a passé tous ses caprices, et qui tout d'un coup ne comprend pas et sort un flingue pour menacer ses parents, ses voisins, en disant non mais vous allez pas vous opposer à moi. Alors effectivement, c'est le résultat d'une situation humaine. Israël a vécu sur un mode qui était il est interdit d'interdire quoi que ce soit à Israël. Voilà. Ben aujourd'hui, il se retrouve seul, isolé, et effectivement, brûler un drapeau américain est pour le moins paradoxal, parce que s'il reste un allié aux Israéliens, c'est bien les États-Unis. Bon, en tout cas, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que, ensemble, nous pouvons assister en direct à un génocide. Est-ce que tu crois, Édouard, au retour du droit international, à la nécessité, comme on le disait hors antenne, de la diplomatie, ou est-ce que le monde va devenir une jungle où c'est la force qui va régler, entre guillemets, les problèmes? Non, je crois qu'on a un effet d'optique, parce que en fait c'est l'Occident qui s'accroche de manière frénétique à la guerre, comme un moyen de résoudre les grandes questions internationales. Et j'ai pas mal l'occasion de voyager sur d'autres continents, et on est frappé de voir que le milliard d'Occidentaux, au grand maximum, le milliard d'Occidentaux est totalement isolé du reste du monde. Le reste du monde nous considère comme les nouveaux barbares, comme des gens qui ne savent plus que faire une chose, c'est mettre la main sur leur flingue dès qu'on leur dit je ne suis pas d'accord avec vous. Et donc je crois que
le problème qu'ont des grands États comme la Russie, comme la Chine, comme l'Inde, comme le Brésil. Donc, je désigne les BRICS, mais c'est pas simplement les BRICS, c'est beaucoup plus large que ça. Le problème qu'ont ces grands États, c'est comment traiter un Occident qui a une conscience aiguë de son déclin, mais qui vit en même temps dans le déni de réalité. Et c'est vrai que c'est dangereux parce que l'Occident est armé, il est puissant, Alors c'est peut-être là que la bataille entre l'Iran et les États-Unis produit un véritable séisme, parce que l'Iran a prouvé que l'armée américaine n'était plus du tout ce qu'on pensait qu'elle était. Si elle l'a jamais été d'ailleurs, mais ça serait une autre question. Et donc on voit bien que on va être dans le déni de réalité. Donc Israël va continuer à essayer de bombarder le Liban. Combien de temps? Ça sera peut-être moins longtemps que ce qu'on pense. De même, les États d'Europe de l'Ouest vont continuer à menacer la Russie de manière totalement irréaliste vu l'asymétrie en termes de puissance militaire. Mais moi, je crois que assez naturellement, le droit va se réimposer, un ordre international, la diplomatie. Je suis en train de travailler avec d'autres personnes à la création d'une école de la diplomatie, je pense que c'est l'Occident qui est devenu anormal, mais le reste du monde aspire à la paix, à la stabilité, sans croire que ça sera idyllique, hein. Il y aura bien des épreuves de force, il y aura bien des rivalités, des compétitions, mais on saura résoudre ça comme l'Europe savait résoudre ses conflits il y a quelques siècles, c'est-à-dire par la diplomatie, la guerre n'étant que l'ultime recours, quand vraiment on a épuisé tous les autres. Ben, c'est vrai que nous, le dernier président qui tenait des propos de ce type, c'était Jacques Chirac, hein, qui est à propos de la guerre d'Irak. Ben, quand je vais à l'étranger, de qui se souviennent les autres pays à propos de la France? Ils se souviennent de De Gaulle, et ils me parlent de De Gaulle comme s'il venait de quitter le pouvoir, ça fait 60 ans, mais et ils se souviennent éventuellement de Chirac à cause de son opposition à la guerre d'Irak. Ça en dit long. Mais il serait temps que nous autres Français, nous comprenions dans quelle direction va le monde, et le monde va vers la réaffirmation du droit et la diplomatie. Merci, Édouard. Avant de se quitter, j'aimerais te montrer une dernière séquence qui est représentative du manque de conscience de certains individus. Et je veux, sans l'insulter, je fais allusion à l'avocat Goldnadel, qui ne réussit pas à comprendre pourquoi le monde entier déteste Israël. C'est malheureusement un sentiment justifié. Et je crois que vous n'imaginez pas à quel point les Israéliens, peut-être même pas non plus, l'état de solitude dans lequel se trouve aujourd'hui Israël, comme jamais, à mon avis, comme jamais, parce que dans la réalité des choses, l'État d'Israël, si vous voulez, est à la suite d'un mensonge métaphysique total depuis 2 ans, est détesté de manière planétaire, et que le seul pays qui encore accordait quelque importance à cet État, c'était les États-Unis. Et quand M. Trump, qui ne se caractérise pas par la fiabilité, partira, je crains encore que ce soit pire. Je souhaite que tout ce que je viens de dire, je souhaite me tromper. Hein. Alors, il faut peut-être expliquer pour ceux qui nous écoutent qu'est-ce qui change. C'est-à-dire que ce qui change, qui est fondamental, c'est que sur le plan planétaire, la détestation d'Israël issue d'un mensonge métaphysique complet fait que même aux États-Unis, mais dans l'accord, ce qui est intéressant, c'est dans l'accord. Voilà, c'est ça qui est. Mais dans l'accord, c'est un accord, de mon point de vue, calamiteux. Monsieur, vous l'avez dit vous-même, Monsieur Trump est content de pouvoir peut-être réouvrir gratuitement. C'est même pas sûr. C'est même pas sûr qu'il puisse réouvrir gratuitement
le trottoir d'Ormuz. Moi, je n'ai jamais cru beaucoup en la parole de Trump. Bon, mais il y a un accord de cessez-le-feu que ne respectera pas Israël, et c'est en cela que la menace du Hezbollah reste importante pour Israël, et c'est ça qu'il faut expliquer. Sur le plan strictement militaire, d'abord, pour obtenir cet accord, M. Trump a sommé Netanyahou de ne pas répliquer avec vigueur, c'est déjà ça, mais ensuite, bon, j'imagine quand même, vous voyez que je ne suis pas très optimiste, mais si jamais le Hezbollah attaque, Israël répliquera, parce que ça fait partie c'est quelque chose de vital. C'est incroyable, cette manière d'inverser les situations. Un commentateur américain disait que chaque accusation des Israéliens est un aveu. Ce qui me frappe, c'est le côté dépressif de Goldadel, c'est-à-dire que de facto, la fin d'un soutien inconditionnel américain c'est terrible. C'est terrible parce que moi, j'observe ça depuis quelques années. L'État d'Israël a joué avec l'idée d'alternative. Je parlais de la Russie à une certaine époque, en tout cas, une alliance complémentaire. Récemment, on a vu l'État d'Israël faire la cour à l'Inde pour essayer d'obtenir un soutien alternatif aux États-Unis. Mais au fond, j'ai assisté comme ça à un exposé d'un diplomate israélien devant un public indien. Il avait peut-être un peu de sympathie au début de l'entretien, mais au bout d'une heure et demie, en s'exprimant brutalement, il avait perdu son public. Et qu'on m'explique pas que les Indiens sont antisémites. Enfin, je veux dire, ça serait absurde. Donc c'est, je pense qu'il y a pas de perception de la réalité, et la réalité, c'est pas, alors l'expression mensonge métaphysique est très curieuse, parce que c'est une réalité. Il parle du génocide. Voilà, et c'est une réalité, et cette réalité, elle est bien réelle, elle est documentée, elle a été documentée. On a effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, c'est la première fois qu'on a autant d'éléments pour documenter une violence de masse. Et alors, moi, je ne porte aucun jugement. Je considère que dans l'histoire, tous les peuples, sans exception, ont été capables du meilleur et du pire. Et donc, je vais pas dire que ce qu'ont fait les Israéliens à Gaza, c'est pire que ce qu'ont fait les Ottomans ou les jeunes Turcs aux Arméniens. Voilà, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que c'est un comportement qui relève du crime de guerre et du crime contre l'humanité. Et ça se définit de manière juridique. Et moi, par ailleurs, comme historien, je peux effectivement mettre en parallèle certaines des scènes que j'ai vues à Gaza sur des vidéos, sur des éléments documentés. Je les connais, enfin j'en connais de semblables, je veux dire, de cours que j'ai pu faire, par exemple sur le génocide des Arméniens pendant la Première Guerre mondiale. Certains penseront peut-être à d'autres massacres comme au Rwanda ou ailleurs. Voilà, c'est un fait. Et comme je disais tout à l'heure, il n'y a rien qui ressemble plus à un génocide qu'un autre génocide. C'est atroce, c'est la nature humaine, c'est la liberté humaine totale de faire le mal. Mais voilà, il y aura, je pense, des générations d'Israéliens un jour qui feront le bien. C'est pas. Et puis il y a des gens remarquables en Israël qui s'opposent à ça. Alors ce sont des voix isolées, un peu comme les prophètes de la Bible. Ce sont des voix isolées, éventuellement persécutées. Et pour prendre un exemple assez neutre, je pense que le réquisitoire le plus implacable contre l'État d'Israël, en Israël même, ça a été le journal Haaretz depuis le début du génocide de Gaza.
Alors justement, le titre de l'émission, c'était Moyen-Orient, la paix est-elle possible? Est-ce que la paix est possible sans la justice et sans l'application du droit international? Et donc, Alors, je pense que l'arrestation et le jugement de ceux qui ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. La question est très légitime. On va commencer une autre émission d'une certaine manière, mais non, il faudra forcément que des individus rendent des comptes. Effectivement, il y a la Cour internationale de justice qui a lancé une procédure. Il y aura il y a la Cour pénale internationale. Il faudra forcément faire respecter. Là encore, c'est une question de crédibilité de la communauté internationale. À partir du moment où on a émis un mandat d'arrêt où on a lancé une enquête judiciaire, il faut aller au bout. On ne préjuge pas de la culpabilité des personnes, mais en revanche, on met les preuves éventuelles en face du comportement de cette personne. Et en l'occurrence, ce dont nous parlons, ce sont des massacres de masse qui ont été souhaités et accomplis, souhaités par un gouvernement et accomplis par une armée devant le monde entier. Effectivement, et nous n'avons jamais eu autant de documentation sur une violence de masse que ce que nous avons sur le génocide de Gaza. Donc, il ne peut y avoir de paix sans justice et donc application du droit international. Oui, tout à fait, tout à fait. Il faudra de toute façon, mais il y aura aussi la question de complicité, hein. Je veux dire, les responsables de l'Union européenne qui n'ont pas suspendu l'accord économique entre l'UE et Israël, Joe Biden qui a signé la livraison régulière de bombes à Israël pour accomplir le génocide, etc., etc. Effectivement, tout ça, il y a des noms qu'on peut mettre sur des décisions. Il faudra bien un jour que tout ça soit écrit. Alors il n'y a pas de justice idéale, il n'y a rien qui soit parfait, mais enfin les procès de Nuremberg ont bien été importants pour l'humanité. Eh bien il faudra bien. On peut penser aussi à la Cour pénale sur l'ancienne Yougoslavie. On peut trouver beaucoup d'exemples. Et donc, il faudra bien que justice soit faite. Merci Édouard, ça a été un vrai plaisir d'échanger avec toi. J'apprécie tout particulièrement ton honnêteté intellectuelle, mon cher Édouard. Et tout à l'heure, on parlait de la Russie et de l'Ukraine et de l'OTAN, parce que l'OTAN est évidemment acteur principal dans cette affaire. Je te propose qu'on se revoie d'ici quelques semaines, si tu le veux bien, pour qu'on puisse parler de ce conflit qui nous concerne, celui-là un peu plus directement, même si le conflit au Moyen-Orient, comme tu le disais tout à l'heure, concerne toute l'humanité. Et à titre personnel, je rends hommage aux Iraniens, aux Yéménites et aux Libanais d'avoir montré l'exemple, parce que nous, occidentaux, en dehors de s'indigner, d'être préoccupés, de regretter, on n'a rien fait, nos gouvernements ont été complices du génocide. Alors, il y a des personnalités occidentales remarquables, hein. Pensons à Francesca Albanese. Absolument. Et puis pensons en France à Rima Hassan qui est traitée de manière absolument indigne par des dizaines de personnalités politiques ou de journalistes. Mais je suis bien d'accord que le drame, ça a été la passivité des gouvernements.
et encore une fois, hein, au-delà des quelques États que nous avons cités, il y a l'Espagne, il y a l'Irlande, il y a les États qui ont combattu dans cette guerre parce qu'ils étaient attaqués par Israël. On a quand même un grand silence de la communauté internationale. Certains se demandent même si l'ONU survivra à cet épisode, hein, et c'est une question qui peut être posée. Moi, je suis assez neutre là-dessus parce que changer les institutions ne change pas les individus, ne change pas les hommes. Mais en revanche, ce dont je suis convaincu, c'est qu'il n'y aura pas de nouvel ordre international s'il n'y a pas une prise en compte totale du génocide de Gaza, qui effectivement joue le rôle actuellement que le génocide des Juifs a joué après la Deuxième Guerre mondiale pour reconstruire un ordre international, et on l'a mis à juste titre, hein, au centre d'un certain nombre de considérations. Eh bien, il faudra faire la même chose pour les Palestiniens. Palestiniens, je vais finir là-dessus, c'est en fait, si on veut comprendre la manière dont les puissants dans le monde essayent d'écraser les peuples, finalement, le peuple palestinien, c'est le peuple le plus exemplaire. C'est-à-dire que c'est un peuple qu'on a délogé toujours plus de sa terre, et qui s'accroche, qui se défend, qui montre une résistance, une résilience absolument extraordinaire. Et je suis toujours sceptique, mais c'est là qu'on voit que la classe politique française est devenue totalement inculte. Mais quand je vois une certaine droite qui est effrayée par le grand remplacement et par l'immigration, et qui prône l'enracinement, et qui en même temps est anti-palestinienne, pour moi, il y a un problème de perception du réel. Alors, s'il y a un peuple exemplaire et qui défend son enracinement et qui défend sa terre, ce sont bien les Palestiniens. Merci Édouard, merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission, on a fait un peu plus long que prévu, mais tu as été particulièrement concis et précis, ce dont je te remercie. On essaye, voilà. Merci Eric, en tout cas, j'étais ravi. Merci à toi. Je remercie nos amis internautes d'avoir suivi cette émission. Je remercie Sam et Léo, qui sont nos deux modératrices dans le chat. Je n'ai pas pu suivre le chat parce que j'étais très attentif aux explications que donnait notre ami Édouard Husson, mais je vous promets que je vais lire tout ça avec attention. Je vous souhaite une bonne soirée. Mardi prochain, vous retrouverez Claude Jambier avec un invité spécial dont il vous fera la surprise. Merci Édouard, à très bientôt. Merci Eric, à très bientôt.